Je parle pour moi, je parle de la bande dessinée, qui est une combinaison de l'image, qui est une des choses les plus anciennes au monde, Lascaux, je sais pas moi, les fresques égyptiennes et tout ce qu'on veut, l'image et le texte, je crois que ça peut donner de bons résultats. Mais c'est pas du tout une répétition. C'est pas une répétition, jamais, pas comme dans voilà. pas comme dans un texte illustré, comme était par exemple, je sais pas, mais non, Bécassine, c'était des illustrations d'un texte qui se trouvait en dessous. La bande dessinée, c'est très différent. Bonjour à tous, je vais parler ici d'un livre important dans l'histoire de la théorie de la BD, Système de la bande dessinée, du théoricien Thierry Grosten. Le livre est sorti en 1999 aux presses universitaires de France, de la collection Formes sémiotiques. Grosten est un théoricien et critique de la BD qui a été directeur des cahiers de la bande dessinée pendant 5 ans. Il se démène depuis longtemps pour faire évoluer la manière dont on réfléchit à la BD. Ce livre se place dans la continuité d'une réflexion collective datant à l'époque d'environ 30 ans sur comment théoriser la bande dessinée. Grosten reprend et affine des travaux déjà existants tout en proposant ses propres concepts. Pour réaliser cette vidéo, j'ai lu et discuté du livre avec Romain, un ami qui s'intéresse également à la théorie de la BD. Cela nous a permis de bien appréhender ce livre en complétant mutuellement nos connaissances et réflexions. Avec ce livre, Grosten s'inscrit dans l'héritage du structuralisme, de la sémiologie, de la linguistique et de la narratologie. Il cite notamment Gilles Deleuze et Roland Barthes pour indiquer ses points de réflexion. Pour cette vidéo, qui se veut une synthèse mais aussi une vulgarisation de Grosten, je vais autant que possible ramener le propos à ce qui concerne directement la théorie concrète que propose Grosten, sans forcément passer par son chemin de réflexion aux références complexes. Mais comme ça, pour ceux qui partagent ces références avec l'auteur, vous savez où il se situe. Pendant cette double vidéo, certains points pourront paraître dans un premier temps un peu abstraits, mais des précisions seront données tout au long de la synthèse et qui permettront de bien saisir les outils que propose Grosten pour comprendre le fonctionnement d'une BD. Petite précision de vocabulaire avant de commencer la synthèse. Dans le langage courant de la BD, on parle de cases pour parler à la fois du dessin et de son cadre. Nous allons plutôt ici utiliser le terme de vignette, qui est plus neutre, car contrairement au mot case, il n'applique pas forcément un contour tracé et rectangulaire. Grosten utilise également les mots de découpage et mise en page différemment du langage courant, mais nous verrons ça plus tard. Je préfère par contre préciser dès maintenant que dans ce livre, Grosten différencie les mots page et planche. La page, c'est simplement l'objet matériel, la zone du support. La planche, c'est l'ensemble des vignettes d'une page. C'est donc la zone délimitée par toutes les vignettes d'une même page. Pour cette vidéo, je ne peux pas ne pas utiliser le mot sémantique. Par sémantique, comprenez la signification, le sens de quelque chose. Par exemple, le lien sémantique entre ces deux vignettes veut dire le sens qui se dégage entre ces deux vignettes. Le lien sémantique entre ces deux vignettes est la confrontation entre deux adversaires, ainsi que le positionnement de Sasuke qui est plus haut que Naruto à la fois dans le décor où se déroule l'action et dans la mise en page. Ce double positionnement en hauteur représente aussi son sentiment de supériorité. Prises seules, ces vignettes n'auraient pas eu le même sens, elles se définissent aussi par leur lien sémantique. Grosten se veut avoir une démarche pragmatique, de réfléchir et proposer à des outils conceptuels qui peuvent servir pour analyser des bandes dessinées. Pendant ce livre, il cherche à formaliser avec précision pas mal de concepts. Ne vous laissez pas intimider par certains mots qu'il a inventés pour le besoin de sa théorie, comme spatiotopie ou arthrologie. Ce sont des concepts denses, longs à expliquer, mais pas si compliqués à comprendre. Si vous avez déjà regardé quelques-unes de mes vidéos qui analysent des bandes dessinées, vous serez en partie en terrain familier. Bonne vidéo à vous. La BD comme système. Grosten nous propose ici d'analyser la BD par un angle précis, comme un langage, un ensemble de mécanismes qui produisent du sens. On va donc mettre de côté les analyses historiques, économiques et sociologiques. En évitant de donner une définition précise de la BD, Grosten veut aussi éviter le piège de donner une grande théorie générale de la BD, qui soit dogmatique et normative. Il veut prendre en compte la BD dans sa diversité. Grosten nous propose donc un système commun dont sont issues toutes les bandes dessinées, dans leurs variations actuelles et futures. Des critères stables, systématiques, constants. Pendant ces deux vidéos, nous allons voir de quelle manière la BD produit du sens. D'abord par sa gestion de l'espace, puis par l'articulation qui s'opère entre le contenu des vignettes, dans le dessin en soi. Pour cette première vidéo, nous allons donc parler de la gestion de l'espace dans une BD. Pour cela, Grosten fait abstraction du contenu en soi des vignettes, qui est trop foisonnant. Faire abstraction du contenu particulier des vignettes permet de mieux se concentrer sur leurs paramètres géométriques, leur taille, leur forme et leur emplacement, et de voir ainsi comment ces différents critères créent déjà du sens. Quand on parle de l'unité de la vignette, on parle donc d'une vignette dont on a fait abstraction de son contenu détaillé.
Quand le contenu de la vignette n'est pas important pour construire la théorie, on peut alors parler de multicadre. Un concept de Henri Van Leer qui est une BD réduite au contour de ses vignettes, des traits qui les délimitent, des cadres vides de contenu. Au sein d'une BD, il y a plusieurs types de multicadres. Des multicadres simples, comme le strip, la demi-planche, la planche ou la double planche, ou encore le multicadre feuilleté, qui est la prise en compte de l'ensemble des cadres d'une BD. En se restreignant au niveau des grandes articulations de ce qui organise une BD, Grunstein veut dépasser une analyse trop générale qui passerait à côté de l'essentiel. C'est une analyse à un niveau macro plutôt que micro, car dans une BD, une image n'est jamais complètement isolée, elle fait partie d'un système plus vaste. Contrairement à un tableau, la signification d'une image ne dépend pas que d'elle-même, mais varie selon sa place au sein de la chaîne narrative d'une BD. Pour Grunstein, la BD ne possède pas de propriété unique au monde des arts. La BD est composée de dessins et accessoirement de textes. Ces deux éléments ne lui sont pas exclusifs, mais ils se singularisent au sein de la BD via un ensemble de codes, comme par exemple la juxtaposition d'images. C'est la combinaison de ces éléments et de ces codes qui constitue le système de la BD, qu'il faut donc prendre comme un ensemble cohérent pour le comprendre. La solidarité iconique. Pour continuer sa démarche de définir la BD de la manière la plus universelle possible, Grunstein réduit pour cela la bande dessinée à une mise en relation d'une pluralité d'images solidaires. J'avais déjà anticipé ce critère dans mon exemple sur Naruto, où l'on a vu que le sens des images d'une BD dépendait l'une de l'autre. Les images solidaires sont placées sous le terme de la solidarité iconique, qui est le principe premier et fondateur de toute bande dessinée. En voici sa définition, que j'ai légèrement modifiée pour des raisons que j'expliquerai dans la conclusion. Du coup, la voici. On définira comme solidaires les images qui s'enchaînent, présentant la double caractéristique d'être séparées et d'être plastiquement et sémantiquement surdéterminées par le fait même de leur coexistence dans un espace commun. Cela signifie simplement qu'il y a un contexte commun, par exemple un webtoon ou une BD donnée, dans lequel sont disposées volontairement plusieurs images distinctes les unes des autres. Ces images sont distinctes mais leur signification et leur esthétique sont reliées et dépendantes les unes des autres. Cette relation peut se faire de manière rapprochée, par exemple sur une même page, mais aussi de manière beaucoup plus éloignée. Comme le précise Grunstein, ce critère englobe trop de productions artistiques que l'on ne classerait pas pour autant dans la bande dessinée. Il faudrait ajouter d'autres critères, mais peu importe ici. Encore une fois, le but n'est pas ici de donner une définition parfaite. La solidarité iconique doit simplement être prise comme une condition nécessaire, mais insuffisante, pour qu'un objet soit considéré comme une BD. L'essentiel à comprendre ici, c'est que s'il n'y a pas de solidarité iconique, ce n'est pas une bande dessinée. Un des angles d'analyse qui caractérise Grunstein est qu'il rapporte souvent sa théorie avec l'expérience de lecture. Ainsi, le principe de solidarité iconique peut s'opérer dans le processus de lecture, car le lecteur a généralement à la fois dans sa vision focale l'image qu'il parcourt, et en même temps dans sa vision périphérique le reste des images de la page, voire même de la double page. Arthrologie et spatiotopie. Grunstein prend donc la solidarité iconique comme point de départ de sa description du système de la bande dessinée. On l'a vu, la solidarité iconique implique que des images distinctes soient mises en relation. Grunstein va nommer arthrologie l'étude de ces relations. Arthrologie du grec arthron qui veut dire articulation. Cela signifie tout simplement l'étude des articulations. Ici, des articulations et donc des relations entre les images. Au sein de l'arthrologie, on peut distinguer trois types de relations entre les images, qui constituent les trois grandes parties du livre et représentent trois branches de l'arthrologie. La spatiotopie, l'arthrologie restreinte et l'arthrologie générale. La spatiotopie étudie les relations spatiales entre les vignettes. Le terme de spatiotopie peut être remplacé par géométrie, l'étude de l'espace ou des figures dans l'espace. Ce terme se compose en deux parties. Dans le mot spatio, on décrit la forme et la taille des vignettes, et dans le mot topie, qui signifie lieu en grec, on décrit l'emplacement, la position des vignettes dans l'espace. La spatiotopie ne s'intéresse donc aux vignettes que d'un point de vue purement géométrique, en ignorant leur contenu spécifique. On étudie ici la manière dont la BD occupe et répartit l'espace, car les images d'une BD doivent nécessairement exister et se déployer dans un espace. Ce partage de l'espace implique plusieurs unités qui seront toutes étudiées successivement, comme la vignette, la bulle, le strip ou encore la planche. On étudiera les paramètres spatiotopiques, soit la forme, la taille et la position de chacune de ces unités. On verra ainsi leurs fonctions et la manière dont ces unités interagissent entre elles. Grunstein parle de dispositif spatiotopique ou de système spatiotopique pour désigner cette dimension spatiale de la bande dessinée, son mode d'occupation de l'espace et toutes les unités, paramètres et fonctions que ça implique.
La mise en page est l'opération qu'utilisent les auteurs pour définir une configuration particulière du dispositif spatiotopique. La taille et la forme des vignettes, mais aussi celle des bulles où les placer, ainsi que la structure globale de la planche, par exemple si elle est régulière ou irrégulière. La mise en page désigne donc avant tout une opération, mais on peut aussi l'utiliser pour parler du résultat de cette opération, en évoquant telle ou telle mise en page particulière. Par exemple, la mise en page de cette planche est de 9 vignettes de même taille et alignées en 3 strips. Dans la seconde vidéo, nous verrons en détail l'arthrologie restreinte et générale. On y étudie les relations du contenu des vignettes, la façon dont les images s'articulent entre elles. Avec pour différence que l'arthrologie restreinte s'intéresse aux relations de type linéaire et l'arthrologie générale aux relations de type translinéaire ou distantes. La relation linéaire, c'est simplement le trajet progressif de la lecture du récit. C'est la relation directe entre des vignettes juxtaposées qui se lisent directement l'une à la suite de l'autre. C'est pendant cette relation linéaire que l'on construit progressivement le sens du récit pendant notre lecture. Le découpage est l'opération qu'utilisent les auteurs pour créer cette relation linéaire via le contenu des vignettes. Comme le mot découpage l'indique, un auteur s'occupe de découper l'histoire et les actions à représenter en plusieurs images distinctes que sont les vignettes. L'auteur va choisir le nombre, le contenu et l'ordre d'apparition des vignettes pour construire son récit. Comme pour la mise en page, le découpage désigne principalement une opération, mais on peut aussi l'utiliser pour désigner son résultat en parlant d'un découpage en particulier. Par exemple, le découpage de ces deux vignettes représente deux gros plans quasiment fixes du Dr Manhattan qui nous fait face et se trace un symbole sur le front tout en parlant. Et enfin, il y a l'arthrologie générale. Ce sont les relations translinéaires ou distantes, qui se font sur des vignettes qui ne se suivent pas directement dans l'ordre de lecture. Cette relation peut se faire sur une surface directement visible, par exemple sur une même page ou une même double page, ou bien sur des pages distantes. C'est un type de relation qui vient se surajouter sur les relations spatiales et les relations linéaires, déjà élaborées auparavant par la mise en page et le découpage. C'est un type de relation optionnelle, qui n'est pas forcément tout le temps présente dans une bande dessinée. Le tressage est l'opération qu'utilisent les auteurs pour créer cette relation distante, mais nous verrons ça en détail à la toute fin de cette double vidéo, car pour bien l'aborder, cela nécessite de déjà comprendre la spatiotopie et l'arthrologie restreinte. L'arthrologie, ici dans le sens de l'ensemble des articulations entre les images, est donc principalement régie par les opérations fondamentales de la mise en page, qui articulent les images dans l'espace, et du découpage, qui articule le contenu des images. Le tressage pouvant lui encore ajouter une autre couche d'articulation. Dans cette première vidéo sur la spatiotopie, Goldstein va parfois uniquement analyser une BD sous l'angle spatial, sans prendre en compte son contenu, et ce par souci de clarté dans l'exposition de son système de la bande dessinée. Cependant, pour faire une analyse complète de BD, il faut bien prendre en compte toute l'arthrologie. La mise en page et le découpage sont entremêlés et dépendants l'un de l'autre. Une mise en page s'élabore en étant informée du découpage, de même que le découpage, mais aussi de manière plus générale le scénario, ne peuvent se faire sans prendre en compte l'espace matériel dans lequel va s'inscrire le récit, le dispositif spatio-topique de la bande dessinée. Sur cette page, si le propos de l'auteur Kishimoto est de montrer le sentiment de supériorité de Sasuke, il va user de la mise en page en le plaçant au-dessus de Naruto dans l'espace de la page. Et il va également utiliser le découpage pour placer Sasuke au-dessus de Naruto dans le décor où se déroule l'action. De plus, pour montrer qu'il y a un duel, l'auteur va également nous montrer deux plans semblables sur ces deux personnages, qui sont disposés sur deux vignettes de même taille et directement alignées. Tous ces paramètres viennent se renforcer mutuellement pour créer un sens commun. Ils sont tous de l'ordre de l'arthrologie, de l'articulation entre des vignettes. D'un côté selon des paramètres spatio-topiques, et de l'autre selon le découpage, l'espace narratif des personnages. Le système spatio-topique. Nous allons pouvoir attaquer le grand point qui va prendre le reste de cette première vidéo, le système spatio-topique. Dans la vidéo suivante, nous regarderons en détail l'arthrologie restreinte et générale. Ici, nous allons détailler ce qui caractérise et compose la spatiotopie. Les différents multicadres, la marge, les fonctions du cadre, l'espace de la bulle, le principe d'incrustation, et enfin, les types de mise en page. Comme on l'a vu, les trois paramètres spatiotopiques d'une BD sont la dimension, la forme et le site. L'unité de la vignette est donc un bon angle d'approche pour observer la manière dont l'espace d'une BD est occupé. Et si l'on réduit les vignettes à leur contour ou leur cadre, on a alors encore davantage une BD réduite à ses éléments spatiotopiques. C'est donc sur base du multicadre que Goldstein va nous parler du système spatiotopique, que l'on peut voir comme le squelette d'une BD. Pour Goldstein, le multicadre est la forme générale et mentale que l'on peut avoir de la BD, qui est d'ailleurs représentée ainsi par certains auteurs. Une représentation où l'on met en valeur les deux fondamentaux du système de la BD. La BD se compose d'images solidaires et leur première relation est de partager un espace. L'hypercadre.
L'hypercadre est un terme de Benoît Peters, c'est une des variations du multicadre. Il y a souvent une zone fixe et prédéfinie pour délimiter la dimension des planches de toutes les pages d'une même BD. Le tracé de cette zone s'appelle l'hypercadre. L'hypercadre est souvent discontinu et est parfois renforcé par un cadre décoratif qui peut donner une dimension de tableau à la planche. Étant donné qu'il existe généralement cette zone prédéfinie et commune dans toutes les pages d'une BD donnée, quand un élément dépasse de ce format prédéfini, il enfreint l'hypercadre. Du coup, l'hypercadre n'est pas le contour souple des vignettes d'une page, qui pourrait s'adapter selon chaque situation, mais un contour au périmètre ferme à une BD donnée. Précision. Une BD dont le format de la planche varierait sans cesse n'aurait donc pas d'hypercadre, si on s'en tient à la définition de Peters et de Grondstein, ce qui peut sembler étrange. Dans ces pages de One Piece, il y a une sorte de zone prédéfinie, mais qui est tellement malmenée qu'on se demande la pertinence d'analyser la mise en page depuis ce point de vue, autrement que pour juste dire « c'est dynamique ». La notion de périmètre prédéfini est intéressante pour analyser la raison que peut avoir un auteur de faire dépasser un élément de cette zone. Mais pour moi, il aurait été prioritaire de plutôt clairement nommer cette zone fixe et prédéfinie, que les mangaka appellent Uchiwaku ou Kionwaku, soit cadre intérieur ou cadre de base. Honnêtement, une fois la notion de Uchiwaku posée, je ne comprends pas l'intérêt de la notion de son contour tracé. Pour moi, le Uchiwaku, qui est facultatif pour une BD, et l'unité de la planche suffisent largement pour bien réfléchir. La marge. La zone extérieure de l'hypercadre s'appelle la marge. Même si elle est souvent vide et blanche, la marge n'est pas pour autant neutre. Elle porte une esthétique et une signification. Comme la planche ou les vignettes, la marge se définit elle aussi par sa superficie. Une planche s'appréciera différemment selon la largeur de la marge, qui peut parfois varier selon l'édition d'une même BD. La marge peut par exemple davantage isoler une planche pour améliorer sa contemplation. La marge peut être occupée par un titre, une en-tête, une signature ou encore le numéro de la page. La marge peut également être colorée pour donner une ambiance particulière et revaloriser le blanc à l'intérieur de la planche. Une utilisation moderne de la couleur de la marge mais aussi des gouttières que l'on connaît bien est le fond noir dans les mangas qui est souvent un code visuel et narratif pour indiquer que l'on est dans un flashback. Dans ce genre de cas, on peut alors voir les gouttières comme une sorte de prolongation de la marge dans la planche. Le site. Comme on l'a vu, la vignette est une portion de la planche et a un lien particulier avec l'hypercadre. Elle peut soit suivre son contour prédéfini, soit s'opposer à lui. Cette opposition peut se faire par la superficie et la forme de la vignette, mais aussi par son site. Le site d'une vignette est sa coordonnée spatiale, l'endroit où elle se situe. Son site détermine sa place dans le protocole de lecture. La manière dont vont s'enchaîner les vignettes vont diriger le regard du lecteur. En cas de possible ambiguïté, l'auteur utilise parfois des flèches indicatives, même si cela est plutôt rare de nos jours. La position de la vignette de la page représente donc un moment particulier dans le processus de lecture, mais également dans le déroulement du récit en soi, et donc des relations qu'ont les vignettes entre elles dans leur liaison sémantique. On est de nouveau ici face aux fonctions de la mise en page et du découpage. La mise en page définit le moment de la lecture d'une vignette, et le découpage définit la temporalité interne de la vignette, son moment dans le récit. Grondstein nous parle de l'analyse qu'a fait Jean-Claude Rayon de ses planches de Tintin pour montrer l'importance que peut avoir le site d'une vignette. La première série de vignettes se trouve sur le recto et le verso d'une page, et donc non visible en même temps, tandis que la seconde série de vignettes se trouve sur une même page. Les deux séries représentent Tintin courir et franchir une porte pour se trouver dans un nouveau décor. La différence est que l'action est montrée et renforcée selon son emplacement dans la BD. La mise en page vient renforcer le découpage. Sur la série qui s'étale sur 2 pages, Tintin franchit la porte en fin de page et le mouvement de franchissement de la porte se fait de pair avec le mouvement du lecteur de tourner la page. Il y a une association entre la séquence représentée et le support matériel du dessin. Le lecteur et le personnage se déplacent ensemble vers un nouveau site. Comme nous le verrons plus tard avec l'arthrologie générale, dans une BD, il existe des sites naturellement privilégiés pour produire du sens et des relations, comme par exemple la première et la dernière vignette d'une page ou d'une double page. La double page. La double page est très présente dans le domaine de la BD. Elle mérite donc que l'on s'y attarde pour la considérer comme une unité à part entière. C'est la plus grande zone perceptible d'une BD à un moment T. La page de gauche et de droite ne sont pas équivalentes au niveau de l'utilisation des sites. Les pages disposées en vis-à-vis sont liées par une solidarité, prédisposées à dialoguer ensemble. Un auteur peut ignorer cette articulation, ou au contraire en tirer parti et concevoir ses planches 2 par 2. Pour illustrer le type de mise en relation qu'un auteur peut faire sur une double page, Grondstein nous propose une analyse de BD. Voici 2 pages d'Edmond Baudouin, qui a adapté le journal de Kafka.
il profite du vis-à-vis de ces pages pour créer un jeu de symétrie et d'inversion d'une planche à l'autre. Notons déjà que la répétition du plan de la main assure la transition entre les deux planches. Le principal ici est que l'angle de vue sur les deux personnages est inversé. Cette inversion dans la mise en page et dans l'angle de vue fait sens grâce au fait qu'on a affaire à quelqu'un qui se regarde dans un miroir. Ce thème du reflet inversé autorise et génère cette mise en page en vis-à-vis. Les fonctions du cadre. Le cadre possède 6 grandes fonctions. Chacune d'elles exerce un effet sur le contenu de la vignette et sur le processus perceptif et mental du lecteur. Le cadre est solidaire de l'image qui l'entoure, mais aussi des autres cadres environnants. Pour Groenstein, le cadre est un véritable accompagnateur de la lecture. Il a un rôle actif dans une BD, et c'est un outil que peut se réapproprier chaque auteur. Le cadre participe activement au lien sémantique qui s'opère dans une BD. La fonction de clôture. La première fonction du cadre est de fermer la vignette et lui donner une forme particulière. Contrairement au cadre d'un film, la forme du cadre d'une BD est très souple et variable. Aussi, dans un film, le cadre est une sélection faite à partir d'un contexte, d'un lieu, et tout objet ne se trouvant pas dans le cadre existe dans le hors-champ, car il existe dans la réalité. Que ce soit le reste d'un décor, d'une foule de personnes, ou même de l'équipe de tournage d'un film. Dans une BD, le cadre ne prélève rien, il se contente de délimiter l'espace offert au dessin. Fermer une vignette, ce n'est pas arrêter le dessin, qui n'existe et ne se déroule que dans le cadre. Encore plus que dans le film, le hors-champ est ici une construction de l'esprit. Par exemple, quand un acteur parle depuis un hors-champ dans un film, on sait qu'il se trouve hors de la caméra pour parler. Tandis que quand un personnage de BD parle depuis un hors-champ, son existence est précisée par la bulle, mais il n'existe que dans notre tête. Le cadre cinématographique rejette et sélectionne son contenu, tandis que le cadre de BD, aidé par sa forme malléable, accueille et accompagne son contenu. Il y a un lien de relation solidaire entre l'image et son cadre. La fonction séparatrice. Comme on l'a vu, le hors-champ d'une vignette est purement virtuel, mais il y a également le hors-champ physique, celui de la page en soi, composé de vignettes limitrophes. Pour lire une BD, il faut pouvoir parcourir les vignettes séparément. Le cadre vient séparer physiquement les vignettes les unes des autres afin de faciliter la lecture de chaque vignette particulière. Il vient aider chaque vignette à bien se distinguer. La séparation entre deux vignettes se fait donc par leur cadre respectif. Mais comme le cadre fait partie intégrante de la vignette, pour le lecteur, c'est avant tout par le blanc intericonique ou gouttière que s'opère la séparation. La fonction de clôture et la fonction séparatrice ne sont en vérité qu'une seule et même fonction, que l'on considère l'une après l'autre pendant la lecture. La fonction de clôture s'exerce vers l'espace intérieur du cadre, et la fonction séparatrice vers l'espace extérieur du cadre. On peut voir 3 grands types d'écarts par rapport à l'usage dominant de la séparation. Quand les cases sont collées les unes aux autres et uniquement séparées par un trait unique. Quand il n'y a que le blanc du papier, ce sont les zones laissées libres par le dessin qui séparent les vignettes. Ici, c'est la redondance, la répétition entre des dessins qui peut suffire à signifier le passage d'une vignette à une autre. Groenstein précise que pour ce genre de dessin, on ne peut même plus vraiment parler de vignette. Du coup, selon sa définition, Reiser fait des BD sans vignette et sans cadre. Mais il rentrerait quand même dans son système de la BD car l'auteur produirait des images solidaires, qui est donc pour rappel la condition minimale pour qu'un objet soit considéré comme une BD. Le dernier type d'écart sont les images qui ne sont ni encadrées ni séparées par du blanc, mais qui sont assez librement mélangées. Le processus de lecture est réalisé par des astuces graphiques et des jeux de contraste. Dans tous les cas, il reste un principe de séparation et distinction des images essentiel à la spatiotopie et à l'arthrologie. La fonction rythmique. Le rythme de lecture d'une BD est imposé par la succession des cadres. D'autres paramètres viennent eux aussi rythmer la BD. La disposition des bulles, les jeux graphiques au sens large. La notion de rythme pour la BD est renforcée car le récit fonctionne en intervalles clairement montrés. Le fait de passer d'une vignette à une autre propose une sorte de rythme saccadé dans la lecture, et le cadre est ici l'agent de cette double manœuvre de progression-rétention du processus de lecture. Chaque nouvelle vignette précipite le récit, et simultanément le contient, veut qu'on s'y arrête. Groenstein apporte également la précision que la mise en page, soit de la taille, le nombre de cadres et leur forme sur une planche, ne donne pas d'informations précises et définies sur le rythme proposé au récit à un instant T. Le rythme du récit est à recontextualiser selon la narration en cours. La fonction d'un paramètre, d'une unité ou d'une figure ne préjuge pas de son usage et de sa signification dans un contexte. Donc deux planches ayant une configuration de multicadre très proche n'ont pas forcément le même rythme. Cette remarque va à l'encontre du poncif de dire qu'une grande vignette est là pour montrer un plus grand moment qu'une petite vignette. La fonction structurante. Le cadre structure l'espace de la page et du dessin qu'il contient. Sa forme est le plus souvent un rectangle ou un carré, car il s'est d'abord constitué dans un espace imprimé déjà établi, la feuille, la page, qui est rectangulaire.
En adoptant la même forme que son support, le cadre coopère avec lui, plutôt que de s'y opposer. Une autre raison est que cette forme de cadre, plus que toute autre forme géométrique, est particulièrement adaptée pour être disposée en série, être rangée en bande. Grondstein compare le cadre avec la forme de la brique d'une maison. D'après lui, toute autre forme de cadre se remarque grâce à son caractère exceptionnel, mais présente aussi le grave inconvénient de mal s'adapter aux vignettes voisines. Grondstein utilise le mot d'intrus pour qualifier ce genre de cadre. Bon, si on s'en tient strictement à la forme rectangle ou carré, quand on lit des mangas ou même pas mal de BD modernes, les critères de reproche de Grondstein paraissent absurdes. Avec une lecture charitable, on va dire que dans sa théorie, même s'il dit le contraire, les trapèzes sont dans un entre-deux, entre harmonie et confrontation avec la forme de la page. Sinon, on doit les qualifier d'intrus au même titre qu'un cadre en forme d'étoile, ce qui est un peu ridicule. De plus, on a pu voir que même si les cadres ne sont pas rectangulaires, cela ne les empêche pas forcément de s'emboîter et de former des séries. Bref. La fonction structurante s'applique aussi à l'expérience de lecture. Le protocole de lecture occidental, de gauche vers la droite, n'est pas respecté à la lettre pour le lecteur. Son œil est erratique, il se promène dans la page. Grondstein parle de cadre orienté. Tout cadre indique toujours une entrée et une sortie, pointe vers une suite, vers la vignette suivante qui sollicite à son tour son attention. Grondstein cite des exemples où l'ordonnance traditionnelle des cadres est bousculée. D'après lui, c'est en général réalisé pour déstabiliser le lecteur et renforcer une impression de sentiments forts comme la confusion ou l'exultation, ou encore représenter un environnement à la démesure cosmique. Grondstein utilise le terme de hystérisation du médium pour parler de ce genre de mise en page excentrique quand elles sont gratuites, qu'elles ne semblent pas porter un propos autre que purement graphique. Dans les exemples montrés juste avant, il y a une adéquation forte entre la forme et le fond. La fonction du cadre se mélange entre la fonction structurante et la fonction expressive que l'on verra juste après. À l'opposé, la structure classique d'une BD aux cases bien alignées exprimerait alors l'ordre et la rationalité, et ne serait du coup pas une forme neutre et effacée malgré sa banalité apparente. Grondstein rejette cette hypothèse en se basant sur Watchmen, dont la mise en page très régulière représente un récit apocalyptique. Depuis la bande dessinée moderne où toutes les mises en page sont possibles, le parti pris d'une structure classique est généralement signifiante, plutôt qu'un choix neutre et par défaut. La fonction expressive. La forme du cadre et la manière dont est tracé son contour sont expressives et peuvent être porteuses de sens. Elles accompagnent le contenu de la vignette, soit dans une relation de neutralité, d'accentuation ou de contradiction, par exemple avec un effet d'ironie. Le cadre peut aussi donner une information sur la façon dont doit être lue et interprétée la vignette, en indiquant son statut. Il est une sorte de mode d'emploi de la vignette. Grondstein complète cette remarque par l'importance de la relation qui se fait aussi via le critère spatiotopique. Pour analyser cette BD de l'américain Bill Griffiths, Grondstein propose en premier lieu une analyse formelle, donc purement spatiotopique. À chaque nouveau strip se rajoute un cadre supplémentaire. Le premier strip est composé d'un cadre, et le 11e et dernier strip de 11 cadres. Au fur et à mesure, le format des cadres se fait donc logiquement de plus en plus réduit. On est ici face à un exercice de style. L'intention de mise en page de l'auteur précède clairement la vignette, qui est alors pensée à partir des cadres et de leur disposition particulière. Si l'on se tient à cette analyse formelle, cet exercice de style paraît assez vain. Il faut alors rentrer dans l'analyse du propos tenu par l'auteur. Le titre de la BD est The Plot Thickens, soit l'intrigue se corse, thick pouvant aussi se traduire par épais. Et on comprend du coup directement que la structure qui rétrécit en continu est ironique par rapport au titre. Dans la première vignette, le vide de la pièce est décrit par le texte et le dessin, et puis à la fin, les péripéties se font de plus en plus nombreuses et tumultueuses. Ce qui fait que le moment le plus intense du récit se fait dans de toutes petites vignettes qui conditionnent le fait d'avoir un dessin très petit et minimaliste. Par effet de contraste, la première vignette apparaît alors comme inutilement grande, au vu du peu d'informations qu'elle contient. Dans un autre contexte, la grande vignette vide pourrait avoir davantage de sens, pour faire ressentir et montrer le vide. Mais dans la dynamique précise de cette BD, elle a un autre effet. Encore une fois, une vignette de BD seule ne suffit pas pour en comprendre la signification. Il faut prendre en compte sa relation solidaire avec les autres vignettes. Un autre paramètre de la fonction expressive est le type de trait qu'a le cadre. S'il change d'une vignette à l'autre, il peut alors avoir une signification narrative, comme par exemple l'entrée dans un flashback ou dans un rêve. Le cadre prescrit alors le mode d'emploi d'une vignette, dans quel type de narration on se trouve. La fonction lecturale. Le cadre peut instruire le lecteur sur ce qu'il faut réellement lire. Le cadre est toujours l'indice d'un quelque chose à lire. Pour le lecteur, le cadre est une invitation à s'arrêter et à scruter. Le cadre confère à l'image le statut d'unité, mais la plupart du temps, cette fonction est anecdotique. L'image sans cadre en soi suffit pour avoir cette fonction lecturale. Le cadre permet néanmoins de montrer l'existence d'un élément anodin qui, sinon, aurait pu être ignoré par le lecteur. Si un élément a une case qui lui est dédiée, le lecteur aura davantage tendance à enregistrer sa présence et à se demander ce que signifie sa présence.
On sort un élément de l'indifférence, on l'inscrit dans la narration. C'est ce qui demande à être lu, et tout ça peut d'ailleurs aussi s'appliquer à un cadre entourant du vide. Grönstein prend comme exemple la première page de la BD A Winter Story, de l'auteur espagnol Alex Barba. C'est une planche construite comme un panoramique, où chaque strip se raccorde à la précédente qu'il prolonge. La scène est contemplative, sans action, et en tant que première page, doit pourtant servir à donner envie au lecteur de continuer plus loin. Le lecteur de BD vétéran risque de balayer du regard la planche sans prêter attention. Pour éviter cela, l'auteur a multiplié les cadres pour mettre en scène son dessin. En soi, 3 cadres auraient suffi pour diviser sa planche, mais ces cadres plus nombreux tendent à créer l'illusion d'un enchaînement séquentiel, et donc d'un processus narratif. Au niveau de l'unité de la vignette, le regard est contenu et rythmé par chacun des cadres et invite le lecteur à analyser chaque morceau d'image. L'intention de l'image se retrouve dans la structure de la planche. Sans cette division, il aurait pu davantage sembler qu'il n'y avait rien de notable dans l'image. Conclusion des fonctions du cadre. Les fonctions séparatrices, rythmiques et lecturales découlent directement du principe fondateur de la solidarité iconique. Les fonctions séparatrices et rythmiques ne peuvent exister que sous 2 conditions. Il faut une juxtaposition de cadres au sein d'un même espace, et que la succession de ces cadres soit narrative, ou du moins porte un discours. La fonction lecturale va au-delà de ce genre de cas, il invite à la lecture, tout comme la vignette en soi. Pour ce qui est des fonctions de clôture, structurantes et expressives, leur cadre n'est pas spécifique à la BD, il peut se retrouver ailleurs, dans d'autres contextes d'image. Cependant, au sein d'une BD, leur effet s'apprécie selon leur site, et notamment vis-à-vis des autres cadres environnants. L'expression et la structure du cadre varient selon si le cadre d'à côté est le même, semblable ou très différent, et de manière plus large, selon le niveau de régularité des cadres dans toute la mise en page. Bon, à ce stade, si vous avez tiqué sur certains points, c'est normal. Pendant ce livre, Grönstein veut autant que possible parler de cadres plutôt que de vignettes. Il justifie son angle d'approche de plusieurs façons. Déjà, même quand un cadre n'est pas tracé, il peut exister un cadre virtuel et implicite. Effectivement, quand on regarde ces pages de BD franco-belge classiques, quand le cadre n'est pas tracé, la vignette est entourée de cases qui lui confèrent indirectement leur structure. Je trouve que c'est déjà une manière de garder un flou pratique pour tendre un peu les faits et donner l'impression d'avoir un angle d'approche cohérent. Mais parfois, Grönstein dit clairement que le cadre n'existe pas. Dans ce genre de cas, comment fait-on pour inclure une planche dans un multicadre feuilleté, qui est l'addition de tous les cadres d'une BD ? J'ai 2 exemples sous la main avec une page de JoJo et de Donjon, qui sont entourées de pages construites plus classiquement. Ces pages ne rentrent pas dans le multicadre et donc dans une part importante de l'angle d'approche de Grönstein. Et puis, à quoi bon de parler de multicadre d'une BD si celui-ci est entièrement virtuel ? Alors qu'il aurait suffi de s'arrêter à l'unité de la vignette telle qu'il l'avait définie, et d'inclure au passage les images sans cadre, car je ne vois aucune raison de ne pas les considérer comme des vignettes. L'unité de la vignette est un terme neutre qui peut déjà comprendre un cadre dans sa composition, alors pourquoi vouloir à tout prix définir en premier lieu une BD via uniquement son cadre ? Une autre justification de Grönstein est que le multicadre serait la forme mentale, la représentation de base d'une BD dans la tête de tout le monde et dans la tête d'un auteur avant même qu'il ne commence à dessiner sa BD. Il démontre cela en évoquant notamment la manière que peuvent avoir les auteurs de représenter une BD de manière abstraite. Mais dans ses dessins, ce n'est pas un multicadre qui est représenté, mais une multivignette. Le contenu neutre de chaque cadre de ce genre de schéma est implicite, mais il est bien là. Contrairement à un vrai multicadre, ce n'est pas du vide, d'autant plus que ces petits cadres sont souvent colorés, pour davantage leur donner une impression de contenu. Le fait est que le concept de multicadre comme un schéma neutre englobant toutes les BD ne fonctionne pas. Il aurait donc juste fallu parler de multivignette qui lui est réellement neutre, intemporel, universel et non normatif. Autant de conditions qu'avait promis de respecter Grönstein au début de livre mais qui, dans les faits, ne tient pas. On peut juste garder son idée d'image solidaire comme condition essentielle mais non suffisante pour définir la BD. Que personnellement je remplacerais même par vignette solidaire qui comprend davantage l'idée d'image isolée. Et du coup, quand il parle des fonctions du cadre, Grönstein laisse un flou grâce à son terme de cadre virtuel, qui lui permet de ne presque jamais préciser si le cadre virtuel ou encore le contour d'un dessin a strictement ou non les mêmes fonctions que le cadre tracé, ce qui aurait été crucial car, encore une fois, les auteurs peuvent se passer de cadre dans leur BD depuis longtemps. Il aurait dû préciser ces fonctions pour 3 catégories, quand il y a un cadre tracé, quand il est implicite et quand il est clairement absent. Le cadre peut avoir son importance et être, comme il le dit, un véritable auxiliaire de lecture, qu'il nuance par ailleurs en disant aussi que le cadre et son contenu sont souvent unis par une relation de transparence ou de redondance. Il nous dit alors que le cadre tracé vient seconder la vignette qui possède souvent par elle-même toutes ses fonctions. Mais dans les faits, Grönstein finit toujours par donner au cadre une trop grande importance. De plus, il rend tout ça ambigu, car d'un côté il dit que le cadre est à la fois trace et mesure de l'espace habité par l'image,
et de l'autre qu'il existe un cadre virtuel implicite dans sa théorie. Ce qui fait qu'il parle de cadre même quand il est invisible, et du coup, en tant que lecteur de sa théorie, on ne sait plus quoi se représenter quand il dit le mot cadre. Quand on lit ce livre, on peut complètement se perdre et finir par comprendre tout et son contraire, à cause de ce flou et de cette ambiguïté qu'il cultive, malgré une forme de texte qui semble hyper rigoureuse. Il disperse les informations sur le cadre, et selon l'information mise en valeur à un moment, on adapte mentalement les propos de Groenstein pour le rendre plus cohérent qu'il ne l'est vraiment. À vouloir à tout prix parler de cadre, là où, pour généraliser, la frontière de la vignette aurait suffi, on en arrive à des absurdités, comme ici pour l'exemple qui est censé illustrer la fonction expressive du cadre. Effectivement, le parti pris de mise en page est important, mais en quoi le cadre a-t-il une fonction essentielle dans son analyse? C'est juste les vignettes dans leur forme, taille et disposition qui est à souligner. Le cadre peut complètement être retiré de l'analyse, ça fonctionne tout aussi bien. Dernière chose, comme je l'avais dit, pour moi le concept d'hypercadre ne sert à rien. L'idée du Uchiwaku, de zone prédéterminée et fixe qu'on retrouve souvent dans les BD, est suffisante. Parler de son contour est confusant et induit même Groenstein en erreur. Il dit que l'hypercadre est le contour de la planche. Selon sa définition qui va à l'encontre de la conception commune, la planche est l'ensemble des vignettes d'une page. Sauf que du coup, l'hypercadre n'est pas le contour de la planche, mais le contour de l'Uchiwaku. Car les vignettes, même si elles peuvent se baser sur la zone de l'Uchiwaku, dans les faits, elles se répartissent librement dans l'ensemble de la page. L'hypercadre est fixe, mais les vignettes pas forcément. Il y a une contradiction interne dans ces concepts, dans ces définitions. Car sans s'en rendre compte, Groenstein prend le modèle franco-belge classique où le format de la planche est fixe comme si c'était une vérité objective. En voulant à tout prix parler de cadre, Groenstein se complique la vie pour rien. Il en vient même à faire des erreurs dans l'utilisation de son vocabulaire. Ça lui arrive d'utiliser le terme cadre ou hypercadre pour parler de la zone intérieure qu'il referme, et donc comme un synonyme de vignette ou de planche. Son angle d'approche n'est pas pratique, il nous promet un système de la BD universel et intemporel, mais il confond BD traditionnel franco-belge avec BD universel. Ce qui fait qu'il en vient à considérer le trapèze comme un intrus, alors qu'au moment où il publie ce livre en 1999, ce n'était certes pas aussi répandu qu'aujourd'hui, mais les exemples de cases en forme de trapèze et qui sont harmonieux de la page étaient déjà nombreux. Le livre a donc de gros défauts, ce qui fait qu'il faut parfois un peu trier les informations, parfois nuancer le propos. Mais ce livre est important à synthétiser et commenter pour sa place dans l'histoire de la théorie de la BD, et il garde tout de même des analyses qui sont encore aujourd'hui bonnes à prendre telles quelles. Groenstein a mis les mains dans le cambouis, a cherché à formaliser beaucoup de concepts, ce qui est une tâche difficile et il peut être en partie injuste de le critiquer amèrement avec nos yeux de lecteurs modernes. Car ces 20 dernières années, non seulement les normes de la BD ont en partie évolué, mais aussi, grâce à internet, nous avons accès facilement à toute la diversité des BD. Voilà, maintenant que c'est précisé, on peut reprendre la synthèse, dans laquelle j'essaye de restituer au mieux son texte, mais gardons ces quelques critiques en tête. Un espace intermédiaire, le strip. Le modèle traditionnel de la BD dispose les vignettes en rangée horizontale qu'on appelle le strip. Au sein de la planche, le strip n'a pas d'autonomie propre. Sous l'angle de la narration, l'unité de la vignette et l'unité de la planche sont deux espaces clos et structurés, là où le strip est davantage une zone de transit, une unité intermédiaire. Groenstein nous propose d'analyser les fonctions et usages spécifiques de cette unité. Le récit qu'un auteur a en tête peut être vu comme s'étendant sur une longue ligne continue, et une fois qu'il faut le mettre en BD, il rencontre alors la contrainte du support, en l'occurrence la page, de laquelle il doit fragmenter son récit. Pour Groenstein, si le livre n'avait pas remplacé le rouleau comme support principal, le strip serait resté intact, sans passage forcé à la ligne. On peut donc comparer le strip avec la ligne de texte. L'unique fonction du strip est d'ordre lectural. Le strip indique l'intérieur de l'espace compartimenté du multicadre et par là même son ordre de lecture. Du coup, ou bien c'est le support qui impose sa loi à l'auteur qui se contente d'agglutiner des fragments découpés au hasard, ou bien l'auteur joue avec cette contrainte pour tirer du sens avec sa mise en page. Faire un lien sémantique via l'esthétique et la narration, dans le strip en soi et entre les strips. Pour prendre en compte le strip comme unité intermédiaire pertinente, Groenstein va nous donner quelques précisions supplémentaires sur la fonction rythmique. S'abstraire des limites d'une vignette pour plonger dans la suivante est une opération automatique et inconsciente. Pour passer d'un strip au suivant, un saut est nécessaire, ce qui interrompt légèrement cette opération. Le passage entre deux vignettes est plus grand lorsqu'il faut passer au strip suivant, et le passage entre deux planches est quant à lui encore plus grand. Le support de la BD impose des ponctuations, dont l'auteur peut encore une fois tirer parti dans son récit, comme par exemple accélérer une transition entre deux scènes grâce au changement de page. Le récit comme son support partagent cette ponctuation. Par exemple, l'unité du strip est particulièrement adéquat pour montrer un gag avec une chute, car le strip seul forme une séquence homogène. L'autre critère pour parler de l'investissement du strip est l'espace. Le strip, selon son visuel, peut avoir plus ou moins l'aspect d'une unité distincte et visuellement utile dans la planche.
Cronstein analyse l'identité visuelle du strip via 2 critères, la mise en page et le découpage. La mise en page du strip se caractérise par 4 paramètres. La proportion occupée par le strip dans la page et par rapport aux autres strips de la planche. L'épaisseur des gouttières horizontales qui séparent les strips et l'épaisseur des gouttières verticales qui séparent les vignettes. L'autonomie du strip en tant qu'unité est renforcée si la séparation entre les strips est plus large que la séparation entre les vignettes. Le nombre de vignettes dans un strip. Un strip composé de 2 cases carrées atténue l'effet qu'il y a dans le rythme du récit. Les 2 vignettes s'équilibrent l'une et l'autre et ont alors davantage une esthétique de tableau, d'illustration à contempler séparément. Et au contraire, l'autonomie d'un strip se renforce dans le cas où le strip n'est composé que d'une seule vignette. Il ressemble alors fortement à une unité à part entière. L'autonomie du strip peut aussi se renforcer s'il est composé d'au moins 4 vignettes, auquel cas chaque vignette, de par leur étroitesse, prennent leur sens avant tout dans leur enchaînement et donc dans l'unité du strip. Pour parler plus précisément du découpage, toutes les images à l'intérieur d'une vignette peuvent contribuer à renforcer l'unité visuelle et narrative du strip, comme par exemple la répétition d'un élément sur plusieurs vignettes. La disposition des bulles. Pour Cronstein, les bulles sont systématiquement placées dans la partie supérieure des vignettes, et viennent ainsi renforcer la séparation horizontale qui se fait entre chaque strip. Pour lui, une disposition différente des bulles brouillera la mise en page ou alors lui donnera une autre logique. Cronstein nous propose une analyse de page de la BD Bloody Mary de Telet et Vautrin. Cette page compte 3 strips composés de chacun 3 vignettes de même taille. Cronstein souligne la cohésion des strips de cette manière. Le premier strip s'ouvre et se ferme par une vignette possédant un motif diagonal. Les 2 strips suivants possèdent une répétition du même motif à travers les vignettes, le visage et l'immeuble. Pour appuyer la fluidité narrative, le visage est annoncé lors de la fin du premier strip et opère ainsi un raccord et la transition avec le second strip. De la même manière, l'immeuble commence à apparaître à la fin du second strip pour continuer dans le troisième strip. En dehors de l'analyse des strips, Cronstein parle aussi du site de la première vignette et de la vignette centrale. La première montre l'entrée du personnage dans un bâtiment, qui coïncide avec l'entrée du lecteur dans la planche. Quant à la vignette centrale, elle montre l'état de transition entre 2 éléments, entre la souffrance et l'amour et entre le blanc et le noir, qui fait partie du propos de l'histoire racontée, et la place centrale de la vignette coïncide ainsi avec cette idée d'entre-deux. En dernière précision sur l'unité du strip, Cronstein précise que selon la mise en page, le strip peut aussi prendre un alignement vertical ou diagonal. Conclusion de ce passage. Pour Cronstein, le strip en tant qu'unité narrative et visuelle pertinente est trop souvent ignoré, et il appartient à chaque auteur de renforcer ou non la spécificité du strip à certains moments dans son récit, de conscientiser son existence. Rapide commentaire personnel. Cronstein ne parle du strip que comme un espace intermédiaire et passe donc à côté du comic strip américain qui le prend comme une unité aussi forte que celle de la planche. Pour chaque nouvelle parution du journal hebdomadaire où il est publié, l'auteur pense et dessine sa BD via uniquement le format du strip. Un espace additionnel, la bulle. Pour compléter la description du dispositif spatiotopique, il faut à présent parler de la bulle. La forme, le nombre et l'emplacement des bulles et les articulations qu'elles créent au sein de la planche relèvent lui aussi de la gestion de l'espace. La bulle est un élément constitutif de la BD. La réflexion sur la bulle se fera en 2 parties. On verra d'abord le rapport des bulles par rapport à la vignette, et puis le rapport des bulles par rapport à la planche. Première partie, les bulles de la vignette. Tout comme la vignette, la bulle est en général un espace fermé. Le contour de la bulle possède beaucoup de fonctions communes avec le cadre de la vignette. Quand il n'y a pas de contour autour du texte, le domaine de l'écrit et de l'iconique ne sont pas explicitement démarqués. Dans ce genre de cas, on peut davantage considérer le texte comme un élément du dessin, au même titre que les autres types d'icônes. La vignette peut donc soit n'être composée que de dessins, que de texte, ou des 2 à la fois. La vignette peut donc se diviser en 2 sous-ensembles fermés, celui du dessin et celui de la bulle. Cronstein va développer 4 niveaux différents de relation entre la bulle et sa vignette haute, en dehors de toute considération de contenu. Cette relation se laisse d'abord penser en termes de profondeur, c'est une relation qui oppose 2 formes, c'est une relation entre 2 superficies, un rapport de proportion, c'est une relation de positionnement, celui de la bulle au sein de la vignette. Via ces 4 niveaux différents, nous allons aborder la relation de la bulle au cadre, mais aussi de la totalité des bulles d'une planche par rapport à son périmètre. La notion de rapport de profondeur entre la bulle et la vignette est à double entente. Elle désigne d'abord une opposition entre la zone texte et la zone image. L'espace de la BD est perçu comme tridimensionnel. La perspective montrée dans le dessin peut donner l'illusion de profondeur sur un espace 2D, tandis que la bulle est un élément perçu comme étant strictement en 2 dimensions, ce qui fait que la cohabitation de ces 2 éléments crée une forme de tension. La bulle soustrait à notre vue une partie de l'image. Qu'il y ait ou non une image derrière une bulle, elle produira toujours un effet de dissimulation. Cronstein compare cet espace caché avec celui du hors-champ, qui lui se trouve en dehors du cadre. Il nomme la zone cachée par la bulle un hors-vue.
C'est du fait que l'on perçoit une vignette comme faisant partie d'un récit que l'on considère la bulle comme cachant une partie du dessin. En tant que pur élément graphique, la bulle peut faire pleinement partie du dessin et donc ne pas dissimuler quoi que ce soit, être une partie intégrante de la composition au même titre que le reste des éléments qui composent le dessin de la vignette. Pour Grönstein, il ne faut donc pas séparer la bulle et le dessin sur deux plans différents. Ce sont des zones qui entretiennent des relations spatiales en se mélangeant ou en s'excluant de part et d'autre du tracé de la bulle et qui partagent un même espace, celui de la vignette. La zone d'image et la zone de texte sont deux zones complémentaires d'un puzzle. Le contour de la bulle peut alors être vu comme le cadre intérieur de la vignette, un second contour qui délimite un champ de sa visibilité. Du coup, l'image d'une BD est délimitée de deux façons, par le cadre extérieur qui la sépare du hors-champ, et par le cadre intérieur qui lui barre le hors-vue. Cette analyse vient encore davantage appuyer les fonctions communes des deux types de cadres. La bulle et la vignette entretiennent également des relations de forme et de dimension. La bulle peut avoir ou non un type de forme géométrique identique à la vignette. Dans le cas d'une vignette de forme classique, la bulle rectangulaire économise l'espace en s'insérant bien vis-à-vis des bords et des coins de la vignette, et aussi en étant bien adaptée pour enserrer au plus près le corps du texte. Pour le cas d'une BD très dense, très bavarde, la bulle rectangulaire est donc particulièrement adaptée. Ce type de bulle peut aussi venir renforcer le sérieux d'une BD, là où les bulles au tracé irrégulier peut au contraire renforcer un style humoristique et exubérant. Il faut pour chaque BD analyser le parti pris de l'auteur selon le propos qu'il veut tenir. Cette homogénéité de la bulle par rapport au cadre extérieur la rend aussi plus discrète. Le dessin peut paraître moins troué qu'avec la bulle arrondie. On peut faire une analyse de la bulle d'une BD à partir de critères formels. Quelle conception gouverne la mise en page? Le texte est-il rare ou abondant? S'agit-il d'une planche en couleur ou en noir et blanc? La bulle sera-t-elle blanche ou colorée? Quel aspect aura le trait de la bulle? Quelle est la calligraphie? Quel est l'alphabet utilisé? Plusieurs types de bulles peuvent également se côtoyer au sein d'une même BD, comme par exemple la convention du contour de bulles en dents de scie pour montrer une voix provenant d'un appareil, ou encore le fait d'utiliser des bulles arrondies pour des dialogues et des bulles rectangulaires pour le texte du narrateur. A noter au passage qu'il y a également eu des essais de BD ne comportant que du texte. En voici quelques références. Le dernier paramètre est celui de l'emplacement, le lieu de la bulle. Sa position dépend toujours de trois éléments, le personnage qui parle, le locuteur, le cadre de la vignette et les bulles avoisinantes de la vignette en soi, mais aussi des vignettes voisines. La bulle et son locuteur sont un binôme fonctionnel qui organise notre lecture. Le personnage est décrypté tout de suite, puis on vient déchiffrer le texte de la bulle qui lui est lié. Ensuite, le lecteur informé du contenu du texte peut revenir une seconde fois sur le personnage et lui porter un nouveau regard plus détaillé. Le texte et le dessin se complètent mutuellement pour produire du sens. La place de la bulle vis-à-vis de son locuteur peut être proche ou éloignée. La proximité des deux éléments vient renforcer leur articulation et lorsque l'auteur s'éloigne de cette représentation classique, c'est en général pour chercher à produire un effet. Cela peut donner le sentiment qu'un silence s'est interposé entre le moment de la parole et le personnage, ce qui rejoint l'idée qu'un éloignement de l'espace dans une BD peut représenter un éloignement dans le temps. De la même façon, pendant un dialogue, chacun vit à l'heure de sa bulle. Lorsque deux personnages de BD discutent au sein d'une même vignette, la bulle qui se trouve en première dans l'ordre de lecture se situe temporellement soit avant ou en même temps que les bulles qui suivent. Étant donné qu'il n'y a pas de voix dans une BD, la parole a généralement besoin d'être rattachée précisément pour connaître l'identité du locuteur. Son identification peut également se faire si le contexte à lui seul peut faire comprendre l'origine d'une parole ou si sa manière de parler est très caractérisée. Lorsque le locuteur est masqué ou caché, la bulle est alors l'indice de sa présence et l'appendice un indicateur de son emplacement. La bulle accroche le regard et manifeste la présence d'un personnage. Elle symbolise alors le personnage, devient son incarnation. Comme on l'a dit, la position de la bulle s'évalue aussi par rapport au cadre. Il peut y avoir 4 dispositions différentes de la bulle vis-à-vis du cadre. 1. La bulle est détachée du cadre et ne le touche pas. Il n'y a que dans cette disposition que la bulle est véritablement un cadre intérieur, les 3 autres dispositions n'étant qu'un cadre intérieur atténué. 2. La bulle est collée au cadre. Comme on l'a vu pendant l'analyse du strip, si les bulles sont placées au-dessus, cela peut accentuer la séparation des strips. La masse blanche de la bulle accentue le blanc de la gouttière. 3. La bulle est collée au cadre, mais ouverte. La zone collée interrompt le tracé du cadre, ce qui peut faire rentrer la gouttière à l'intérieur de la vignette. On est ici face au cadre virtuel. Le lecteur recomposera inconsciemment le contour manquant du cadre pour assurer sa fonction de clôture et sa fonction séparatrice. Pour Grönstein, couper ainsi le cadre est un risque, car cela pourrait interrompre l'immersion du lecteur dans la vignette. Il y a un risque de détourner son intention. 4. La bulle déborde du cadre, soit en empiétant sur la marge, soit en chevauchant partiellement une ou plusieurs autres vignettes.
Cela met en désordre la page mais peut contribuer à renforcer le sentiment de densité et de tension dramatique constante. Cette disposition des bulles maintient sans cesse le lecteur en alerte. Deuxième partie, les bulles dans la planche. Comme pour la vignette, il est important d'aussi considérer la bulle comme faisant partie d'un ensemble. La position d'une bulle est relative à celle qui la précède et à celle qui la suivent. Pour continuer d'analyser le rôle de la bulle, Groenstein prend en exemple cette planche de BD de Blueberry, de Giraud et Charlier. On y retrouve les 4 dispositions décrites juste avant. On peut voir ici que Giraud a décidé au cas par cas du type de disposition à adopter. Pour Groenstein, il existe 2 familles d'auteurs, les pragmatiques, comme Giraud, qui adaptent leurs dispositions, et les systématiques, qui n'useront pour un même album qu'une seule disposition de bulle. Le texte, qu'il fasse partie de la bulle ou du décor du dessin, retient l'attention du lecteur, qui, sinon, risque d'ignorer ou survoler la planche. Un point capital est que la bulle est le seul élément de la planche sur lequel le regard du lecteur s'arrête à coup sûr. C'est l'élément qui dirige en premier la lecture à travers une BD. 2 bulles disposées chacune de part et d'autre d'une gouttière ménagent une sorte d'enjambement naturel entre les 2 vignettes juxtaposées. Le trajet du regard en soi n'est pas absolument contrôlé par le texte, mais celui-ci montre une suite d'étapes à respecter, entre lesquelles le regard peut se promener dans l'information du dessin. Le texte est donc un moyen de structurer le regard erratique et promeneur du lecteur. La spatiotopie des bulles est donc prépondérante dans le processus de lecture. Pour conclure cette partie, Groenstein va reprendre une à une chacune des fonctions du cadre pour voir dans quelle mesure elles s'appliquent au travail de la bulle. La fonction de clôture et la fonction séparatrice sont bien sûr encore tout à fait pertinentes. Le contour de la bulle délimite un espace homogène et détaché. La fonction rythmique comporte ici 2 aspects. La répartition des bulles crée un rythme qui se surimpose à celui du franchissement des cadres des vignettes. La bulle peut également, en se démultipliant, doter le texte d'un rythme propre, et même diviser un texte en plusieurs énoncés. Cela peut en quelque sorte compenser la voix dans l'interprétation d'un dialogue. Par exemple, Frank Miller a érigé ce morcellement du dialogue en système. La bulle devient chez lui une sorte de ponctuation qui englobe tout le récit. Ce genre de choix de mise en scène de dialogue est une forme d'occupation de l'espace, qui pourrait même parfois précéder et commander l'écriture d'un dialogue. Le fait de penser à écrire des phrases très courtes pour les faire rentrer dans un choix de bulle particulier est défini à l'avance. Pour ce qui est de la fonction lecturale, comme pour le cadre, la bulle est l'indice qu'il y a quelque chose à lire. Mais contrairement à une vignette qui peut sembler anodine si elle n'est pas mise en valeur, le texte est d'emblée considéré comme un élément pertinent dans la compréhension du récit. La fonction structurante est la structuration de l'espace. La bulle et son locuteur sont tous deux pensés ensemble, et selon la composition globale de la vignette. Et pour ce qui est de la taille de la bulle, sauf exception, c'est à la bulle à s'adapter au texte qu'elle doit contenir. Enfin, il y a la fonction expressive, qui s'applique également bien à la bulle. Notamment dans les BD d'humour, il existe un grand nombre de créations de types de bulles différents. En remplaçant sa forme usuelle pour un de ses habillages symboliques, la bulle devient elle-même une icône, et crée un lien sémantique avec le propos du texte qu'elle contient. Dernière précision, la position de la bulle par rapport à son locuteur peut parfois se révéler expressive en soi. La place de la bulle en soi peut renforcer une impression physique d'un personnage et d'un propos. L'incrustation. Jusqu'à présent, le multicadre a été décrit comme étant nécessairement composé de cadres juxtaposés et bien isolés les uns des autres. Il existe cependant d'autres configurations, où un cadre accueille un ou plusieurs autres cadres en son sein. Groenstein nomme ce type de mise en page l'incrustation. A noter que l'incrustation est une figure dont le bénéfice va tantôt à la vignette de fond, celle qui est englobante, tantôt à la vignette incrustée. Benoît Peeters nous dit « La BD repose à chaque instant sur une tension entre le récit et le tableau. Le récit qui, englobant l'image dans une continuité, tend à nous faire glisser sur elle. Le tableau qui, l'isolant, permet qu'on se fixe sur elle. » Peeters nous parle simplement ici de la tension qui existe entre l'envie de continuer à lire l'histoire ou de s'arrêter pour contempler une image. Nous allons voir ici ces deux tendances, quand l'incrustation est surtout au service de l'aspect tableau et quand l'incrustation est surtout au service de l'aspect narratif. L'incrustation comme tableau. L'incrustation est ici au service de la vignette englobante, qui lui offre l'espace nécessaire pour représenter un paysage, un espace large, une toile de fond. On y plante a priori le décor pour y faire dérouler une action ou bien au contraire pour s'abstraire de l'action, clore une séquence. Ces grandes vignettes englobantes sont surtout là pour mettre en valeur l'aspect purement graphique de l'image. Elle inscrit la planche entière dans une logique de tableau. La vignette incrustée a alors en commun avec la bulle de paraître dissimuler une partie de l'image englobante. Elle crée elle aussi un hors-vue. L'incrustation comme narration. Ce sont les cas où l'incrustation souligne le lien sémantique qui se fait entre plusieurs vignettes, leur articulation. Le rapport entre la vignette englobante et la vignette incrustée est alors souvent un rapport d'opposition, de contraste, par exemple entre un chant et son contre-chant,
le regard du personnage et ce qu'il contemple, un narrateur intégré dans le souvenir qu'il est occupé de raconter, etc. Le cas le plus fréquent est une mise en relation d'une vue d'ensemble et d'un élément de cette même scène, un détail prélevé et zoomé de la vignette englobante. Il peut également y avoir une relation temporelle, de simultanéité entre plusieurs vignettes. Comme on l'a vu, la vignette englobante peut représenter un moment dans lequel s'inscrivent toutes les vignettes incrustées. Chacune de ces vignettes incrustées sont un prélèvement de ce moment plus global. L'incrustation dans une BD n'est jamais un phénomène local, il faut toujours la comprendre par rapport à l'ensemble de la planche, qui contient différents niveaux et degrés de solidarité iconique, à la fois au niveau de la mise en page et du découpage. La mise en page. Comme on l'a déjà largement vu, la mise en page est l'organisation de la spatiotopie. Dans la mise en page, il ne s'agit pas seulement d'établir entre les vignettes des relations de taille et d'emplacement, mais aussi d'assigner aux vignettes leur degré d'autonomie, comme par exemple via le positionnement des bulles ou la taille des gouttières. La mise en page décide aussi de l'uchiwaku et du respect ou non de ses limites, ainsi que de déterminer à quel point il sera occupé par les vignettes. Enfin, la mise en page peut s'exercer uniquement planche par planche, ou tenir compte de la double planche qui se fait dans les BD imprimées. Il reste à comprendre ce qui guide l'auteur de BD quand il réalise sa mise en page, ce qu'il cherche à atteindre et réaliser à travers tous ces paramètres de répartition de l'espace. La mise en page ne s'opère pas sur des cadres vides, elle doit prendre en compte leur contenu, et donc le découpage. Elle est l'instrument au service d'un projet artistique global, le plus souvent pour soutenir une narration, le propos que cherche à tenir un auteur. Selon Grunstein, il existe des grands principes qui imposent leur loi à toute mise en page et à l'unité de la vignette. 1. Les vignettes doivent aménager l'espace mutuellement. Chaque choix posé qui concerne une vignette restreint l'éventail de possibilités pour les autres. Les vignettes doivent s'accorder entre elles et l'espace d'une page est limité. 2. Les vignettes doivent aménager pour le lecteur un parcours dépourvu d'ambiguïté, lui suggérer un sens de lecture clair, sauf si bien sûr le propos de l'auteur est d'embrouiller son lecteur. 3. Ce dernier point est facultatif. Les vignettes peuvent devoir obéir à une idée de composition globale, à se plier à son esthétique, comme par exemple la symétrie d'une mise en page. La typologie de Benoît Peeters. Grunstein nous parle ici d'un article de Benoît Peeters qui a fait date de la réflexion de la mise en page. Les aventures de la page, publié en 1983. Peter y distingue 4 conceptions de la planche. Conventionnelle, les vignettes ont un format strictement constant. Décorative, où l'organisation esthétique prime sur toute autre considération. Rhétorique, où c'est la narration qui dicte la dimension de la vignette. Productrice, où c'est l'organisation des vignettes qui semble dicter le récit. Selon la théorie de Peeters, chaque planche ne correspond qu'à une seule conception. Grunstein apporte donc la nuance qu'elles peuvent au contraire être mélangées. Par exemple, une même planche peut être à la fois rhétorique et décorative. Dans les faits, il existe un nombre presque illimité de configurations de planches, tant la possibilité et la diversité de la bande dessinée est grande. Grunstein parle alors d'un clivage fondamental qui existerait entre toutes ces conceptions de mise en page, où le format de la vignette varie, ou bien il ne varie pas. C'est la mise en page conventionnelle et la mise en page non conventionnelle, que l'on appellera ici mise en page régulière ou mise en page irrégulière. La conception la plus courante de la mise en page est lorsqu'elle est rhétorique, où la dimension de la vignette se plie à l'action qui est décrite, qui est le type de mise en page le plus commode et le plus souple, pouvant être impliqué intuitivement par les auteurs. Elle est entièrement au service du récit. Grunstein tient à souligner que la mise en page rhétorique est si intuitive pour un auteur qu'elle peut devenir un automatisme. Par exemple, faire une vignette étroite pour un personnage seul, en pied ou en gros plan, et une vignette large pour un groupe de personnages, un paysage ou une scène d'action. Ces solutions spontanées peuvent conduire vers une certaine banalité, et on peut trouver de la richesse et de la créativité à déjouer cette mise en page prédictible. La mise en page rhétorique est non seulement la plus fréquente, mais elle est aussi celle qui se remarque le moins, celle que la lecture accepte d'emblée comme naturelle. Les mises en page s'éloignant nettement de la rhétorique sont perçues par le lecteur comme particulières, hors de la norme. Défense et illustration de la mise en page régulière. La mise en page conventionnelle, que Grunstein préfère donc appeler régulière, est composée de cadres qui sont tous identiques. Son apparence simple ne doit pas pour autant être sous-estimée. Pour Grunstein, la mise en page régulière est un modèle à la fois rigoureux et qui offre de multiples possibilités intéressantes au découpage et au tressage. Le tressage est l'articulation de vignettes éloignées l'une de l'autre, comme nous le verrons en détail dans la prochaine vidéo. Les vignettes semblent être alors mises sur un même réseau, sur une même grille. Dans ce type de planche, les intersections possèdent un type d'alignement qui tend davantage à relier toutes les vignettes entre elles, par divers points de connexion. D'autant plus que Benoît Peeters avait dit que, dans la mise en page régulière, la moindre modification dans une vignette se faisait remarquer, du fait que le format de la vignette et sa disposition sont neutres. Par contraste, ce type de mise en page met en valeur le reste des éléments de la vignette.
Enfin, dans un album où la majorité des multicadres des planches est régulier, le moment où un type de mise en page différent intervient est particulièrement mis en valeur et son impact renforcé. Nouvelle proposition. Avant toute chose, pour commencer l'analyse d'une mise en page, il faut d'abord se poser ces deux questions. La mise en page est-elle régulière ou irrégulière? La mise en page est-elle discrète ou ostentatoire? Une mise en page régulière peut aussi bien être discrète qu'ostentatoire, selon son contexte ainsi que le format et le nombre de vignettes. Par exemple, un grand nombre de vignettes de même taille est une mise en page très impactante. L'aspect ostentatoire peut aussi venir du contenu des vignettes, comme par exemple dans Watchmen, où l'impression de la mise en page régulière est d'autant plus renforcée lorsqu'il y a une alternance dans les couleurs et lorsqu'il y a des motifs à damier. Les plans fixes viennent eux aussi souligner et rendre visible ce type de mise en page. La mise en page irrégulière peut être ostentatoire en soi, comme par exemple quand elle répond à un impératif esthétique très précis. Cependant, cela dépend encore une fois du découpage, et une mise en page irrégulière peut être aussi discrète, se mettre en retrait quand l'information qui se trouve dans les vignettes est particulièrement dense. Par exemple, chez l'auteur Edgar J. Jacob, la symétrie de la mise en page peut se faire très discrète sous la profusion des informations des vignettes. Face à une mise en page ostentatoire, qu'elle soit régulière ou irrégulière, il faut donc se demander quel est le propos de l'auteur et rentrer dans le détail du découpage. Comme on vient de le voir, selon la grille de Grunstein, il existe donc 4 catégories de mise en page. Régulière et discrète, régulière et ostentatoire, irrégulière et discrète, qui est en fait la mise en page rhétorique classique, irrégulière et ostentatoire. Pour Grunstein, quand la mise en page est ce qui se remarque le plus dans une planche, on peut parler de planche à dominante configurationnelle. Et lorsque le découpage et donc le récit est ce qui se remarque le plus, c'est une planche à dominante séquentielle. Pour aider à mieux saisir la complexité de ces questions, Grunstein nous propose une analyse des planches 14 et 15 du 5e chapitre de Watchmen, Terrible symétrie. Sur cette double page, on voit une structure en miroir qui contraste avec la mise en page souvent régulière et discrète du reste de cette BD. L'effet de symétrie en miroir est également accentué par la grande lettre en V dont les deux moitiés sont symétriques et raccordent davantage les deux pages en vis-à-vis. Enfin, on peut également voir des personnages qui se reflètent dans un bassin, ce qui appuie cette idée de dédoublement. Bien qu'a priori décorative, cette mise en page qui dénote est bien rhétorique, comme peut d'ailleurs l'indiquer le titre du chapitre. La mise en page est là pour appuyer le propos de l'auteur. L'idée de symétrie s'étend d'ailleurs à tout le chapitre, mais de manière plus discrète. Et si l'on pousse l'analyse plus loin, cette idée s'étend en fait à toute l'œuvre. Le masque de Rorschach, le badge smiley, le symbole de l'atome du Dr Manhattan, l'horloge qui marque minuit, le vaisseau du hibou, etc. Tout cet enchevêtrement conduit à une lecture symbolique globale de Watchmen. La symétrie comme face à face des catégories diverses qui s'affrontent, comme les criminels et les justiciers. Who Watch the Watchmen. À préciser que les catégories décoratives ou rhétoriques peuvent s'appliquer également à la vignette ou au strip seul, tandis que la planche globale où ils s'inscrivent peut dans le même temps rester relativement neutre. On peut par exemple retrouver la suppression d'un cadre, la transgression d'un point précis de l'Uchiwaku, l'élargissement ou l'obturation de la gouttière, le placement particulier de bulles ou encore l'incrustation. Voilà qui conclut cette première partie. Dans la seconde, nous allons aborder l'autre gros morceau de la théorie de Grunstein, l'arthrologie restreinte et l'arthrologie générale. Nous allons y voir encore plus en détail les articulations qui se font entre les images d'une BD, de comment créer de la narration à partir d'images immobiles. Je ferai également une grande conclusion dans laquelle je donnerai mon avis final sur le bouquin. Je vous remercie d'avoir regardé cette première vidéo jusqu'au bout, en espérant qu'elle vous ait plu.